Bonjour, dans cette vidéo on va aborder les spécificités de l'anatomie de la vertèbre cervicale, la septième, la dernière vertèbre cervicale, qui est une vertèbre de transition vers le rachis thoracique et qui à ce titre donc s'éloigne de l'anatomie, s'éloigne légèrement de l'anatomie de la vertèbre cervicale type qu'on a vu dans la vidéo précédente et qui présente donc à la fois des caractères propres aux vertèbres cervicales type et quelques éléments qui la rapprochent des vertèbres thoraciques, comme on va le voir tout de suite. Donc sur cette vidéo, on va représenter, comme la fois précédente, la vue supérieure de la vertèbre, sa vue latérale et enfin sa vue antérieure. Donc on va commencer par la vue supérieure, ici. Le corps, toujours, on commence par le corps, on va commencer d'avant en arrière. Donc on représente le corps de la septième vertèbre cervicale, qui là s'éloigne progressivement de l'aspect cubique du corps pour rejoindre plus l'aspect un peu plus cylindrique du corps, même si on ne le voit pas trop ici sur le schéma, parce qu'on a encore la présence ici des processus incinés, ici, sur la face supérieure de la vertèbre. Et ensuite, en arrière, on va représenter, donc on peut faire un petit trait de construction pour faciliter les choses. On va représenter ici le massif articulaire avec des surfaces articulaires supérieures qui sont progressivement verticalisées au fur et à mesure qu'on descendait vers le bas du rachis cervical. On représente ici, et en dessous bien sûr on retrouve le reste de la colonne articulaire. En dedans ici on a la partie interne des pédicules et en arrière on a les lames de la vertèbre qui se continue par une apophyse ou un processus épineux qui cette fois a la particularité de ne plus être bifide et beaucoup plus allongé, donc vraiment comme une vertèbre thoracique type. Voilà, on représente le processus épineux de la septième vertèbre cervicale ici, qui fait suite aux lames. Et maintenant on va représenter les apophyses transverses, qui elles aussi ont une particularité, c'est qu'elles sont au niveau de la racine antérieure. Il n'y a plus, si vous voulez, de réel tubercule antérieur, elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus petite, sauf en cas de présence d'une côte surnuméraire qui est bien souvent présente sur la septième cervicale. Quand elle est présente, la côte surnuméraire, c'est bien souvent sur la septième cervicale. Par contre, on a une racine postérieure de la vertèbre, enfin de l'apophyse transverse, qui elle est beaucoup plus longue et qui commence donc à se rapprocher de l'apophyse du processus transverse de la vertèbre thoracique type. Et donc, on a toujours un canal transversaire ici, un sillon pour le nerf spinal ici. Par contre, la particularité de ce foramen transversal ici, c'est qu'il ne sera pas, il ne présentera pas le passage, enfin, il ne contiendra pas l'artère vertébrale. Il pourra contenir la veine vertébrale si elle est unique, mais l'artère vertébrale passera en avant de lui. Ici, on va faire la même chose de l'autre côté, où on peut choisir aussi de représenter une côte surnuméraire. On va peut-être le faire sur une autre vue pour montrer un petit peu les différences. Voilà, comme ceci. Et là, on aperçoit la face postérieure de la vertèbre perforée de trous, qui, je vous le rappelle, sont
la conséquence du passage des veines en provenance du corps de la vertèbre et qui se destinent au plexus veineux périachidien interne, donc compris dans le canal vertébral ici. Et bien sûr ici, on va, comme ceci, représenter le cartilage des processus incinés. Sur la vue latérale maintenant, on peut pareillement représenter des traits de construction pour plus de facilité, pour représenter le schéma. Alors comme je vous l'ai dit, progressivement on arrive sur effectivement la configuration d'une vertèbre thoracique. Pour autant, on est encore au niveau cervical, donc on a encore les processus incinés supérieurs ici, et on a aussi les surfaces articulaires biseautées aux dépens de la face latérale de la face inférieure, qui s'articuleront avec les processus incinés de la première vertèbre thoracique, qui pour le coup, elle présentera des caractères de la vertèbre cervicale. En arrière, on retrouve donc ici le pédicule, voilà, et ensuite les massifs articulaires ici, les lames et cette apophyse épineuse, beaucoup plus longue et donc qui correspond aux apophyses épineuses des vertèbres thoraciques. Elle n'est plus bifide. Voilà. Une fois qu'on a représenté ça, donc ici on a les lames, hein, ici le massif articulaire, et ensuite on va pouvoir représenter ici l'apophyse transverse. Donc pas de réel tubercule antérieur, et par contre effectivement elle est beaucoup plus allongée au niveau de son tubercule postérieur, au niveau de la racine postérieure de l'apophyse transverse. Comme ceci, on a toujours le foramen transversaire, ici. Et ajoutons à cela, donc ici on a la surface articulaire, et bien dans certains cas, quand la première côte ne s'articule pas au niveau corporéo-vertébral avec le corps de T1 uniquement, comme c'est le cas habituellement, et bien parfois effectivement elle peut présenter, cette vertèbre C7 à la face latérale du corps, une petite surface inconstante donc, qui donne insertion à une première côte qui est donc un peu ectopique, enfin qui est située à la jonction entre C7 et T1. Donc ça c'est inconstant, mais il est possible de l'observer. On peut ajouter donc juste la vertèbre C6 dessus, pour montrer les disparités entre les deux vertèbres et surtout pour évoquer une particularité de C6 au niveau de son apophyse transverse, c'est la présence de ce qu'on appelle le tubercule carotidien de Chassaignac. Voilà. L'apophyse épineuse de C6 commence aussi à être plus longue et s'approche progressivement donc du type de la vertèbre thoracique. Alors, ce tubercule carotidien en question, il est situé au niveau du tubercule antérieur de l'apophyse transverse, ici, et il est donc beaucoup plus imposant, et c'est donc un repère chirurgical, puisque l'artère carotide commune va passer à proximité de lui, et du coup, effectivement, c'est un repère palpatoire, enfin surtout chirurgical, et parfois aussi, en cas d'atteinte de l'artère carotidienne, justement, un type d'hémorragie, ça peut être un point de compression
enfin ça peut être la localité d'un point de compression. Donc ce tubercule de Chassaignac situé, donc c'est en fait c'est le tubercule antérieur qui est très développé au niveau de C6. Et avoir ajouté la vertèbre C6, ça nous permet aussi de montrer le trajet de l'artère vertébrale à son début, à son origine. Ici. Donc elle provient de l'artère subclavière correspondante. Elle passe en avant du processus transverse de la 7e cervicale et va passer à travers le foramen, donc transverse de C6. Voilà. Comme ceci. Alors que la veine, quand elle est unique, eh bien, voilà, elle va passer, elle, dans le foramen transversaire de C7. Pour finir, on aborde la vue antérieure de la vertèbre. On retrouve donc les processus incinés de la vertèbre sur le corps de la vertèbre donc, et les surfaces correspondantes à la partie inférieure biseautées aux dépens de la face latérale. Ensuite, on va représenter le corps, enfin la colonne des massifs articulaires ici, puis on va pouvoir représenter ici les apophyses transverses, donc beaucoup plus longues au niveau du tubercule postérieur, ici, comme ceci. Hop. Bon, là, elle est bien plus proéminente. À droite. Donc là, c'est la vue antérieure. Et on peut faire figurer aussi, qui se détache la partie postérieure de la vertèbre. Ici, on distingue la silhouette de l'apophyse épineux, processus épineux en arrière, donc, qui est situé en dessous et en arrière. Voilà pour les spécificités de la 7e vertèbre cervicale. Un mot rapidement sur les côtes surnuméraires. On en avait parlé un petit peu dans la vidéo précédente. Comme ça concerne surtout la vertèbre, la 7e vertèbre cervicale, effectivement, on va en parler dans cette vidéo aussi. Donc, deux modalités principales. Soit c'est vraiment une excroissance osseuse non articulée du tubercule antérieur, donc qui est plutôt menu ici, mais qui va être beaucoup plus imposant dans certains cas en cas de côte surnuméraire. Soit on a parfois même une véritable ébauche de côte avec une articulation costo-vertébrale et parfois même une ébauche d'articulation entre cette côte surnuméraire si elle vient reposer par exemple sur la première côte. On peut voir sur certaines images paracliniques des côtes surnuméraires qui sont articulées à la fois au niveau costo-vertébral et à la fois à leur extrémité avec la première côte, qui présente donc un petit renflement qui vient s'articuler avec cette côte surnuméraire.
Donc effectivement, on peut figurer ici, rapidement on refait un schéma ici, avec un corps vertébral. Et ici on va représenter la vertèbre en question. Donc de ce côté-là, on peut très bien avoir véritable articulation costo-vertébrale. Donc en fait, uniquement une racine postérieure au niveau du processus transverse, qui est donc à ce titre presque une apophyse transverse thoracique, et donc qui présente une surface articulaire costo-transversaire ici, sa partie antérieure. On a donc une autre surface articulaire sur le corps de la vertèbre C7, ici. Et ensuite on a la fameuse côte surnuméraire articulée. Voilà. Qui est rarement très développée, mais qui peut être assez longue et arriver au niveau du corps de la première côte à sa face supérieure. Et donc on reconnaît bien là, ici, un potentiel foramen transversaire récessif, ici. Donc je vais expliquer justement le pourquoi du comment de cette disposition au niveau du processus transversaire, au niveau des cervicales. Et on peut représenter aussi latéralement, donc je l'avais fait dans la vidéo précédente, je vous y renvoie. Et on peut aussi représenter, voilà, une potentielle excroissance non articulée. Voilà, comme ceci. Voilà, et je termine la représentation de cette côte. Voilà pour quelques mots sur les côtes surnuméraires. Donc vous voyez qu'effectivement à droite on a la côte surnuméraire articulée avec une apophyse transverse qui devient donc apophyse transverse plutôt thoracique, enfin du même type que la thoracique. Et ici on a une ébauche de côte surnuméraire qui n'est pas articulée et donc qui est encore soudée à la racine postérieure du processus transverse correspondant. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.